Alors, je suis né le 27 octobre 1930 à Saint-Brice, une petite commune tout près de Cognac, en Charente. Alors, mon père était ouvrier à la maison Hensi, une grande maison de Cognac. Il était ouvrier et ma mère elle était au foyer. Elle ne travaillait pas à ce moment-là. Elle n'a jamais travaillé d'ailleurs. C'était une époque où on ne travaillait pas. Vous voyez, les femmes restaient au foyer. Si vous voulez, la Charente, elle peut se diviser un peu sur le plan régional, un peu en trois. Vous avez la Saintonge. Alors, Cognac dépend de la Saintonge, Sainte. Après, vous avez Langoumois, avec Angoulême. Et après, vous avez ce qu'on appelle plus à l'est, aux confins du Limousin, la Charente limousine, avec Confolens, Chabanais. C'est plus le pays de la viticulture, c'est le pays de l'élevage. On voit des moutons, il n'y a plus de vignes. La vigne s'est concentrée surtout à Cognac, Segonzac, Jarnac, Châteauneuf, quoi. Ce qu'on appelle la Grande Champagne. Enfin, comme vous savez, là, pour le Cognac, c'est divisé en plusieurs crus. Vous voyez, vous avez la Grande Champagne, la Petite Champagne, les fins bois, les borderies et les bois éloignés. Vous voyez, enfin, là, on connaît parce que j'étais dans le Cognac, alors je connais bien. Ah, la maison, ben, c'était la maison de famille, une vieille maison de famille qui venait de mes ancêtres. Pour vous dire, ma famille habitait Saint-Brice depuis Louis XV. Depuis Louis XV, j'ai une origine polonaise. Lors du partage de la Pologne, cette pauvre Pologne, elle a été partagée plusieurs fois entre l'Allemagne, la Russie. Lors du partage de la Pologne, mes ancêtres sont venus sous Louis XV en Charente, vous voyez. Ils s'appelaient Vonisco. C'est la branche paternelle. J'ai fait d'ailleurs un début d'arbre généalogique depuis Louis XV. Grâce à des documents, j'ai des documents anciens. Un des documents les plus anciens que j'ai, il date de 1746. Or, le règne de Louis XV, c'est de 1715 à 1774. Et ça date du règne de Louis XV. Et après, mes ascendants polonais se sont mariés avec des Rousseau, avec des... Dans ma petite commune, j'ai un ami historien très féru, qui m'a trouvé un ancêtre qui était tisserand sous Louis XV, et qui s'est marié après avec les Polonais. Alors j'ai presque 300 ans de présence dans ma petite commune. Comme j'ai dit à mon fils, j'étais enraciné, j'étais enraciné à Saint-Brice. Alors Saint-Brice, c'est une petite commune à la périphérie de Cognac, une petite commune très agréable, avec des vignobles, des bois et une très belle vallée de la Charente. Une très belle vallée de la Charente, si vous voulez, de Jarnac à Cognac, vous avez 5 châteaux. Vous avez le château de Jarnac, le château de Bourg-Charente, Garde-Moulin, le château Hensi, mon grand patron, et un autre château Hensi près de Cognac. Et François Ier, qui est né à Cognac en 1494, le Valois, François Ier disait « c'est le plus beau ruisseau de mon royaume ». La Charente. Et j'avais la chance d'habiter une très belle vallée. Alors ma maison vient de mes ancêtres. C'était une très grande maison avec une grande cuisine. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de salle de séjour. Hein. On n'avait pas de salle Et la salle de bain, vous savez, on n'avait pas l'eau courante. À ce moment-là, quand j'étais enfant, on n'avait pas l'eau courante. Moi, j'ai vécu une époque où non seulement on n'avait pas l'eau courante, mais on n'avait pas l'électricité. On a eu l'eau courante électricité en 1937 et on a eu l'eau courante en 1947. J'ai connu la lampe à pétrole
Et quelquefois, c'était complété par une ou deux bougies, ou alors ce qu'on appelait une petite lampe, mais qui éclairait pas beaucoup, qu'on appelait la lampe pigeon. Et nos ancêtres, par contre, avaient encore moins d'éclairage. Ils avaient un petit appareil avec de l'huile qui s'appelait le chaleuil. Le chaleuil. J'ai connu ça en Charente. Et on n'y voyait pas bien. Quand on a eu l'électricité, comme je vous dis, en 1937, ah, ça a été une explosion de joie. On voyait tout, là. Alors on s'éclairait avec cette lampe à pétrole, et ça sentait. Il y avait une odeur quand même, ça sentait pas bon. Hein. Ça sentait pas bon. L'électricien, c'était un électricien que mon père connaissait de Cognac, qui s'appelait Filiot. Et ce monsieur nous a fait l'installation en quelques semaines, vous voyez, en quelques semaines. Mais alors, quand on a appuyé sur le bouton, c'était la joie. Toute la pièce était éclairée. Et alors, comme je vous dis, 10 ans plus tard, ça a été l'arrivée de l'eau courante. L'arrivée de l'eau courante, et là aussi, ça a été un. Parce qu'avant, ben, on recueillait l'eau des toits dans une citerne. Mon père filtrait ça. Ça passait d'ailleurs par un bassin venant des toits. Et mon père filtrait l'eau avec du charbon et du sable. Et ça, après, ça tombait dans la citerne. Et on puisait l'eau courante dans cette citerne. Il y avait une petite cabane au fond du jardin. Le jardin était attenant à la maison. Et au fond du jardin, il y avait une petite cabane. Et il y avait si vous voulez, un grand bidon, un récipient. Et on faisait ses toilettes dans le récipient et à ce moment-là, il n'y avait pas de papier hygiénique, malheureusement. On s'essuyait les fesses avec du papier de journal, du papier d'imprimerie. Le papier toilette, c'est venu après la guerre. Hein. C'était des journaux d'imprimerie. Et la toilette se faisait au fond d'une petite cabane dans le jardin. Et quelquefois, quelqu'un qui était pressé, fallait courir. Je me rappelle toujours, mon grand-père paternel, qui se purgeait une fois par mois. Il prenait ce qu'on appelle l'aloès. Et l'aloès, c'est du lenel alcoolique. Eh bien, j'ai vu plus d'une fois mon grand-père courir au fond du jardin pour aller faire ses besoins. C'est mon grand-père paternel, mon grand-père Baudry. Une fois par mois, il se purgeait comme ça, mais il courait aux toilettes. Après, les toilettes n'étaient pas dans la maison, elles étaient au fond du jardin. Alors ça fallait le vider, et alors on le vidait sur un tas de détritus qui était au fond du jardin. C'était au fond du jardin, on vidait ce récipient, c'était un bidon, et il était avec vous savez, des fans de légumes, des épluchures. On faisait comme un compost, et il faisait partie du compost qui éventuellement pouvait servir après d'engrais pour le jardin. Pour le jardin, c'était. Rien ne se perdait, hein, tout était récupéré. Mais enfin, c'était pas très hygiénique, hein, c'était comme ça, quoi. Dans le temps, à la campagne, on avait des grandes. Ça n'existe plus, moi j'en avais plusieurs. Il y avait des grandes armoires, vous voyez, des grandes armoires avec des beaux draps blancs, des petits rubans. Et alors les anciens avaient l'habitude, ma grand-mère, avait l'habitude de mettre sur ces beaux draps blancs, qui étaient dans la grande armoire, des petits pochons de lavande. Tous les ans, on avait des petits pochons de lavande, on avait de la lavande dans le jardin, on récupérait, on égrenait, et on faisait des petits pochons qu'on mettait dans l'armoire. Alors ces petits pochons étaient sur les draps, et ça sentait très bon dans l'armoire.
C'était la belle époque. À ce moment-là, je vois mon fils, il a plus d'armoire du tout. Maintenant, les jeunes, ils mettent ça dans des étagères. Ça prend moins de place, c'est peut-être plus fonctionnel, mais moi, j'étais attaché à ces vieilles armoires, ces draps blancs, ces petits rubans, la couleur et l'odeur de la lavande dans toutes les armoires. Ah ouais. Mes grands-parents, alors mon grand-père paternel s'appelait Lucien et ma grand-mère paternelle s'appelait Adrienne. Et du côté maternel, mon grand-père s'appelait Victor et ma grand-mère maternelle s'appelait Nathalie. Alors mes grands-parents, il y avait deux branches. Une branche qui était peut-être plus évoluée, la branche des Baudry. Mon grand-père Baudry n'était pas maladroit du tout. Il avait eu son certificat et il ne faisait pas de faute. J'ai des correspondances de lui, là. Il ne faisait pas de faute. Et ma grand-mère paternelle était un peu différente. Mais j'aimais beaucoup mon grand-père paternel. Par contre, du côté maternel, j'étais issu d'une grande famille qui venait des Deux-Sèvres. Il venait de Saint-Pardoux dans les Deux-Sèvres. Vous savez, entre les deux guerres, le département de la Haute-Vienne et des Deux-Sèvres était moins riche que la Charente. Et on venait en Charente. Et ma famille maternelle est originaire des Deux-Sèvres. Ils sont venus en Charente entre les deux guerres et ils sont tous devenus viticulteurs. La viticulture était plus rentable, vous voyez. Mais cette grande famille, ils étaient 8 enfants, 4 garçons et 4 filles. Un miracle, ils sont tous partis à la guerre, ils sont tous revenus. Les 4 gendres et les 4 fils. Et cette famille, donc, était originaire de Saint-Pardoux. Ils étaient très gentils, très catholiques, mais si vous voulez, sur le plan intellectuel, ils étaient moins évolués. Ils étaient moins évolués. Ma grand-mère maternelle, qui était une des aînées de cette famille, n'a jamais été à l'école. Comme il fallait élever les enfants les plus jeunes, ma grand-mère elle ne savait pas lire ni écrire, ma grand-mère maternelle. La branche paternelle, les Baudry, était plus évoluée, plus instruit. J'avais un grand-oncle, le frère de mon grand-père, qui avait eu le prix cantonal. Il y avait des prix dans le temps. Au certificat d'études, il avait eu le prix cantonal. Et déjà à cette époque, il était comptable. Il était comptable dans une petite maison de Cognac, vous voyez. On mangeait quand on tuait le cochon, on mangeait la sauce de pire. Alors c'était des abats avec du sang. C'est pas très digeste, mais c'était une tradition, on mangeait la sauce de pire. Et alors, si vous voulez, il y avait des cagouilles, bien sûr, on mangeait c'était moins. Les cagouilles, c'est ce qu'on appelle le petit gris. C'était des escargots moins gros qu'en Bourgogne. C'était une spécialité des Charentes, le petit gris. Et en dessert, je me rappelle, avec ma grand-mère, on faisait des caillebottes. C'était du lait caillé. Ça, on appelait les caillebottes. Et on faisait un gâteau qui était très moelleux, à base de farine de maïs, qui s'appelait le millat. Le millat charentais. C'était très beau. Et ma grand-mère maternelle, en un tour de main, elle faisait ses pâtisseries, les caillebottes, le millat, c'était traditionnel. Et je me souviens de ces deux drapeaux tricolores qui étaient croisés comme ça, et en haut de l'affiche, il y avait mobilisation générale. Je me souviens toujours de ces deux affiches sur le portail qui annonçaient la déclaration de guerre. Vous savez, la déclaration de guerre, elle s'est faite début septembre, quand Hitler est entré en Pologne. Quand il a
envahi l'Autriche et la Tchécoslovaquie. On n'avait pas branché, mais là, on avait des accords avec la Pologne. Et quand il est entré en Pologne, début septembre 1939, dans un premier temps, l'Angleterre, puis la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Et je me souviens toujours de cette affiche, sur le vieux portail avec les deux drapeaux croisés et mobilisation générale. À ce moment-là, je me souviens de la réaction de mon père. Mon père était né le 22 janvier 1902, il avait donc 37 ans. Et je me rappelle toujours le désarroi des anciens, des grands-parents qui se disaient on a souffert, on est revenu de la Première Guerre mondiale en 14-18 et ça n'a servi à rien puisque quelques années plus tard, ça a été à nouveau la guerre. On pensait que c'était la dernière, mais vous voyez, ça a continué. Mon père est parti. Dans un premier temps, il faisait partie du 107e régiment d'infanterie d'Angoulême. Dans un premier temps, il est parti à Tours. Après, il est parti à Troyes, dans l'Aube. Et il a été fait prisonnier en 1940 à Nitry, dans l'Yonne. On leur avait annoncé qu'il y avait des renforts américains qui arrivaient. Et ils étaient sur la place de Nitry, dans l'Yonne. Et ils ont vu arriver des chars. Et sur ces chars, il y avait une grande croix noire sur croix blanche. C'était les Panzers. C'était les Allemands. Alors, ils ont été faits prisonniers, vous voyez, et ils ont été après recueillis dans un grand camp d'internement, le camp de Mailly, dans la Marne. Et après, mon père a été prisonnier en Allemagne. Et pendant des mois, si vous voulez, de juin à août 40, ma mère était très inquiète parce qu'on pensait que mon père avait été tué dans la guerre. Et un jour, on a reçu un avis que j'ai gardé, venant de Berlin, la Croix-Rouge internationale, annonçait que mon père était prisonnier, en bonne santé, et qu'il était au Stalag 9A, près de Francfort-sur-le-Main. Alors ma mère a été soulagée, et mon père est resté prisonnier 3 ans. 3 ans en Allemagne. Toute une époque. Il n'a pas été malheureux, non. Et dans un premier temps, il a été dans une usine, après dans une carrière. Mais après, il a été 2 ans dans une ferme. Alors là, il était le patron de la ferme parce que le patron était parti en guerre, le beau-frère aussi. Ils étaient tous partis à la guerre. Il était, si vous voulez, c'est lui qui dirigeait la ferme. Voilà. Et il a eu la chance d'être rapatrié au bout de 3 ans parce que les maisons de cognac avaient besoin de main-d'œuvre et grâce à la maison Hennessy, il a été rapatrié alors que ses camarades sont restés jusqu'à la libération en 1945. Mon père est resté de 40 à 43, il a réintégré la maison Hennessy. Voilà. Ah, le jour où il est rentré, je m'en souviens très bien, j'avais la sœur de mon père était mariée avec un gendarme, un adjudant de gendarmerie à Châteauneuf, là. Et avec ma mère, on était allés à Châteauneuf, une petite ville près d'Angoulême, et je l'ai revu à Châteauneuf, descendant du train, vous voyez. À ce moment-là, dans le train, vous savez, c'était ce qu'on appelait les cages à poules. Il y avait la première, la deuxième, la troisième, des hauts marchepieds. Et je l'ai revu avec ma mère et ma tante à la gare de Châteauneuf. Et ça nous a fait tout drôle, vous voyez, parce que il avait le crâne complètement rasé, vous voyez, il avait encore ses habits militaires.
Ils avaient des habits militaires avec dans le dos, il y avait KG, ce qui voulait dire en allemand prisonnier de guerre, Kriegsgefangene. Et alors, les retrouvailles se sont bien passées, mais ça fait drôle au bout de 3 ans de revoir son père, vous voyez. Bon, bien sûr, j'avais grandi en 3 ans. Il est parti, j'avais 9 ans, et il est revenu, j'avais 12-13 ans. Mais les retrouvailles ont été simples et chaleureuses. Et pendant 3 ans, j'ai été sous la coupe de ma mère, et mes grands-parents étaient à côté, alors je pouvais me réfugier éventuellement chez mes grands-parents quand ma mère me fâchait trop fort. Pendant ces 3 ans, bien sûr, mes grands-parents qui étaient à côté, qui étaient cultivateurs, nous ont beaucoup aidés. Mon grand-père paternel, qui habitait aussi dans le village, nous a aidés. Mais on avait, on touchait un petit pécule tous les 3 mois de la maison Incy. C'était vraiment une grande maison. Enfin, personnellement, je ne vous raconterai pas mon histoire, mais moi, je dois tout à Annecy. J'ai fait toute ma carrière chez Annecy. Ma femme était secrétaire de direction chez Annecy. On a vécu chez Annecy. Et alors, durant la guerre, eh bien, la maison Annecy versait un petit pécule à la femme du prisonnier. Et tous les ans, un ami de mon père qui travaillait, qui était plus âgé, apportait à ma mère un petit pécule. C'était peut-être pas grand-chose, mais ça lui permettait de vivoter un peu, vous voyez. Et c'était très bien de la part d'un employeur. Vous savez, Annecy a toujours été une très grande maison. Hein, et alors ça permettait à ma mère, et alors à ce moment-là, et comme je vous dis à côté, mes grands-parents étant cultivateurs, on vivait beaucoup avec eux. Mes grands-parents maternels, mais nous aidaient beaucoup. On était près d'une base aérienne. À vol d'oiseau, Cognac, il y avait la base de Cognac-Château-Bernard, qui est maintenant une très grande base aérienne. Et cette base aérienne, eh bien, elle était régulièrement... les Alliés venaient un peu la bombarder, vous voyez, venaient la bombarder. Et alors là, j'ai vu pas mal de choses, là, les bombardements. Alors, on se réfugiait dans les bois, dans une espèce de petite grotte, un petit abri. Oh, c'était symbolique. Et où j'ai eu un peu peur, c'est le 31 décembre 1943, où les Alliés ont détruit là une partie de la base. Et alors là, ça a duré plusieurs heures. Et alors les Allemands avaient une défense antiaérienne très puissante. Hein. Nous, dans le langage courant, on appelle ça la DCA, la défense contre avion, et les Allemands appelaient ça la Flak. Et ils avaient une Flak qui était très redoutable. Alors quelquefois, 48 heures ou 2 jours avant, il y avait des avions alliés qui venaient. C'était des avions à double fuselage qu'on appelait les Lightning. Lightning veut dire éclair en anglais, de la famille Lockheed. C'était des avions américains et qui essayaient de chatouiller et de détruire cette défense antiaérienne allemande qui était placée sur des collines tout autour de la base, vous voyez. Et quelquefois, 48 heures après ou le lendemain, venaient les bombardiers qui bombardaient la base. Et le 31 décembre 1943, presque toute la base aérienne avait été détruite par les Alliés. C'était des Anglais. Alors les Anglais, vous savez, les différents avions que je connais, les Anglais avaient les bombardiers qui s'appelaient Halifax et Lancaster. Et les Américains avaient le B-17, la forteresse, B-29, la super forteresse, et le Liberator. Mais là, c'était des Lancaster qui étaient venus,
et détruisant en partie la base, mais il y a quand même 5 gros avions anglais qui ont été touchés et détruits, qui sont tombés autour de Cognac et dans les environs. Et ils avaient une défense aérienne très redoutable. Si vous avez remarqué dans les actualités, quand on voit les bombardements de nuit, alors avec la flaque qui tire là, quand un avion était pris dans un faisceau lumineux, au-dessus Berlin, au-dessus Francfort, au-dessus les villes industrielles, et bien quand un avion était pris dans un faisceau lumineux, il fallait qu'il s'en sorte, parce que la DCA, la flaque s'acharnait sur lui. Hein, c'était, quand l'avion était pris dans ce faisceau, ben, ils avaient des puissants projecteurs, vous voyez, qui éclairaient les avions. Alors j'avais vu tomber autour de Cognac, il y a eu 5 avions qui sont tombés dans... Un avion est venu s'écraser même près de Médis, là, près de Royan, en flammes, un autre près de Châteauneuf. Et les aviateurs, dans la mesure où ils ont pu se sauver en parachute, il y en a qui se tuaient, mais quand l'avion était touché suffisamment haut, ça permettait aux aviateurs de sauter en parachute. Et au-dessus de Châteauneuf, là, il y a des aviateurs qui ont pu sauter en parachute. Et ils ont été recueillis par mon oncle, qui était adjudant de gendarmerie à Châteauneuf et qui était un très grand résistant, et avec des agriculteurs. Ils ont recueilli les aviateurs, après ils les ont fait passer en Espagne. Et mon oncle, qui était dans la gendarmerie, a été très grand résistant. Malheureusement, en 1943, il a été prévenu par son capitaine qui était à Cognac. Cognac chapeautait les autres cantons, et il a été obligé de quitter la gendarmerie parce qu'il était filé par le chef de la Gestapo qui était à Angoulême, qui s'appelait Alfred. Et le capitaine de mon oncle a dit, mon oncle s'appelait Delay, et Delay quittait tout de suite la gendarmerie et mettez en piano vos faits de résistance parce que vous êtes filé par la Gestapo. Et mon oncle a été obligé d'arrêter un peu la résistance parce qu'il assistait à des parachutages d'armes. Il a fait des faits de résistance formidables. Des parachutages d'armes dans la plaine près de Châteauneuf. Et oui, tout ça, c'est une époque. Mais il n'a pas été emprisonné parce que, sur conseil de son capitaine à Cognac, il a mis en veilleuse ses faits de résistance et il a été dans l'obligation de quitter la gendarmerie. Il avait encore quelques années à faire. Il savait à Châteauneuf, c'était un petit canton dépendant de l'arrondissement de Cognac. Et à Châteauneuf, il avait 5 ou 6 gendarmes sous ses ordres. Il était adjudant. Et moi, tous les ans, j'allais passer mes vacances à Châteauneuf. J'allais à la gendarmerie pendant un mois chez ma cousine. Et je me rappelle toujours, étant gamin, je disais à ma tante, mais où c'est qu'il s'en va? Où c'est qu'il s'en va, tonton? Il est parti. Alors ma tante me répondait, ben, tu sais, les voleurs, ben, c'est la nuit qu'ils opèrent. Alors il faut qu'il aille la nuit chercher les voleurs. En réalité, eh ben, mon oncle allait assister à des parachutages d'armes près de Châteauneuf, vous voyez. Et c'était des faits d'armes. Alors, ma tante me disait qu'il courait après les voleurs alors qu'il faisait de la résistance. Mais il est obligé de quitter, autrement il aurait été emprisonné, quoi. Il a quitté la gendarmerie précipitamment. Et après, bien sûr, à la fin de la guerre, il a décoré de la Légion d'honneur et tout ça. Il a eu tous les honneurs.